sur la question de la charte des langues régionales et minoritaires, sujet qui a été mis sur la table tout à l'heure, tout à fait d'accord, ça fait partie du combat. Et à ce propos, le MTEC a diffusé un texte il y a quelques jours qui fait l'objet d'un forum tout à fait passionné, avec des interventions multiples d'indépendantistes, Alice et Le Corse, etc. Enfin, et nous allons poursuivre, nous avons déjà publié des choses sur le site du MTEC à ce propos, nous allons continuer en publiant notamment un excellent texte de Marie-Françoise Bechtel, qui est députée MRC et qui a commis un très bon texte, ainsi que des textes d'Alice Le Corse aussi excellents sur le sujet. Voilà, et c'est le texte que nous avons déjà diffusé, celui de Françoise Bechtel. Donc tout à fait d'accord, c'est un axe qui doit être relié avec le reste, mais qui fait l'objet de beaucoup de confusion intellectuelle chez les gens. Spontanément, les gens sont plutôt d'accord avec ça, parce que et paradoxalement, ils considèrent que ça fait partie du patrimoine, ils n'ont pas tort à cet égard, mais ils ne voient pas les conséquences politiques qui existent. Donc il y a un petit problème, petit et plus important pour certains, d'explication, mais je vois que sur ce forum, par exemple, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui s'expriment, on voit bouger les lignes quand on s'explique. Sur la question de l'articulation entre le drapeau rouge et le drapeau national, ou entre la Marseillaise et l'international. C'est un excellent argument. C'est un excellent argument pour l'extrême gauche, pour la gauche, pour le courant communiste. Parce qu'on voit à quel point, dans ces courants d'opinion, il y a un trouble, là aussi une confusion sur l'articulation entre internationalisme et nation. Et on voit à quel point il faut remonter la pente. Donc ça, c'est un argument, mais c'est un argument ciblé. Ça n'est pas quelque chose qui parle à la majorité de la population. Ça n'est pas là-dessus que nous allons rassembler largement sur le boycott. Il faut s'adresser en fonction des différentes catégories sociales, en fonction des courants politiques. Donc, nous, c'est pas là-dessus que nous allons insister, c'est pas notre objectif, parce que nous parlons à tout le monde, et pour une majorité de gens, cette articulation n'a strictement aucune signification. Ensuite, sur la question de la sortie de l'euro, quelqu'un disait c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que les gens ont peur. Je dirais oui et non. Parce qu'il vient de sortir une nouvelle étude politique, il y en a régulièrement, qui confirme d'ailleurs à chaque fois un certain nombre d'éléments extrêmement précis. La dernière vient d'être faite par le CSA, avec toute une série d'organismes. Elle fait une centaine de pages, elle couvre un grand nombre de champs. Quelle est la conclusion que l'on peut en tirer? La conclusion, c'est que jamais les partis politiques ont été aussi rejetés par la population. Jamais les médias ont été aussi rejetés. Jamais les institutions ont été aussi rejetées. Jamais l'Union européenne n'a été aussi rejetée. Quand on regarde les résultats, une majorité très nette de personnes interrogées explique qu'il faut que la France reprenne son indépendance sur l'Union européenne. Il faut que l'État ait plus de pouvoir que l'Union européenne. Tout va dans le même sens. Une grande majorité condamne la mondialisation, considère que c'est mauvais pour la France. Une grande majorité considère que l'Union européenne est mauvaise pour la France. Et quand, entre autres, on demande aux personnes interrogées « Est-ce que vous voulez sortir de l'euro ?», on est à 33%, plus 5% sur la dernière opinion. 33%, ça n'est pas la majorité, c'est un tiers. Mais c'est absolument énorme. C'est énorme. 33% des Français sont pour la sortie. Et donc il ne faut pas
comment dire, se laisser impressionner par la pression générale. Il y a dans les profondeurs de la société un rejet très important, immensément majoritaire, du système dans lequel nous sommes. Le problème, c'est que cette protestation ne peut pas s'incarner politiquement. Il n'y a rien, nous sommes trop petits pour l'instant. Et ces citoyens ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas s'engager parce qu'ils n'ont rien à quoi se rapprocher. C'est ça le problème. Et c'est ça l'intérêt, entre autres, de la campagne de boycott des élections européennes. Parce que tous ces citoyens qui rejettent d'une façon ou d'une autre le système, les médias, les partis politiques installés, etc., ils ont un moyen tout à fait particulier d'exprimer, justement, cette fois-ci, leur mécontentement, leur rejet, leur rage même pour certains. Nous avons donc là un espace tout à fait considérable, et pour reprendre ce que disait Georges tout à l'heure, cette campagne de boycott peut faire la brèche, elle peut ouvrir une brèche, et je crois que c'est une excellente façon de présenter les choses. C'est une brèche parce que, comme disait Michel de Sène, ça va, on tape là où ça fait mal. Alors, je termine sur la question de l'euro. L'euro, la sortie fait peur. Ça fait peur d'abord parce qu'il y a un mythe techniciste sur le sujet. Voilà, on fait croire aux gens que c'est un sujet extrêmement compliqué. La monnaie, etc., il n'y a que des bacs plus 12, 15, qui peuvent y comprendre quelque chose et que le vulgaire Pékin, bah, il peut regarder, il compte les points, mais il ne peut pas mettre son grain de sel, il ne peut pas comprendre. Voilà, c'est ce qu'on nous explique. C'est totalement faux. La monnaie, c'est très simple. La monnaie est à l'économie ce que le sang est au corps humain. Et on sait très bien que parfois il faut faire des perfusions. Donc nous sommes exactement dans cette situation. Il faut faire une perfusion. Nous avons besoin de sang neuf. Et c'est par la politique monétaire que nous pouvons avoir du sang neuf. Alors, en fait, il faut, je pense, si nous voulons convaincre, il faut intégrer la question de la sortie de l'euro dans un ensemble plus vaste. Parce que si on s'enferme dans la sortie de l'euro, on alimente involontairement cet aspect techniciste, si vous voulez. Quelle est, à mon avis, la bonne manière de présenter les choses? La bonne manière, c'est que l'Union européenne n'est qu'un élément, un des piliers de l'ordre néolibéral mondial. C'est ça qu'il faut dire. L'ordre néolibéral mondial repose sur l'OTAN, sur le FMI, sur la Banque mondiale, sur l'OCDE, sur l'OMC, qu'on oublie trop souvent, parce qu'il ne peut pas y avoir de solution à la question de l'emploi sans sortie de l'OMC, sans abandon du libre-échange et sans un retour à des formes de protectionnisme. Et l'Union européenne. L'Union européenne, c'est comme l'OTAN, c'est comme l'OMC, c'est comme le FMI, c'est comme l'OMC. C'est de tout cela dont il faut sortir, parce qu'il faut sortir de l'ordre néolibéral mondial. L'euro s'inscrit dans cette dynamique, puisque l'euro, c'est précisément l'élément le plus sophistiqué au monde que les classes possédantes ont trouvé pour aliéner les peuples. Personne n'a trouvé de système aussi perfectionné pour mettre à genoux les peuples. Et donc la question qui est posée, c'est celle de la sortie de l'ordre néolibéral mondial, la sortie de la mondialisation, la démondialisation. C'est ça la question. L'euro s'inscrit dans cette démarche, parce que dans cette perspective de sortie de l'ordre néolibéral mondial, et donc de sortie de l'Union européenne, et donc de sortie de l'OMC, je prends un certain nombre de pays qui ont déjà fait ça en partie. Les pays de l'ALBA
un certain nombre d'entre eux sont sortis de l'OMC, du FMI. Il faut un mouvement d'ensemble pour se désengager de ce système. Et donc, le retour à l'indépendance nationale, le retour à la souveraineté nationale, passe nécessairement par des actes unilatéraux, par des décisions unilatérales d'État qui, en fonction du rapport des forces politiques dans un pays donné, vont pouvoir se dégager de cet ordre néolibéral mondial. La monnaie, dans cette affaire-là, c'est un élément essentiel, parce que le retour à la souveraineté monétaire, c'est l'élément qui permettra de sortir de la crise. Sans maîtrise de la monnaie, sans maîtrise de la souveraineté monétaire, il ne peut pas y avoir sortie de crise. Parce qu'on ne peut pas annuler la dette publique avec l'euro, on ne peut pas développer un nouveau type de plein emploi avec l'euro, on ne peut pas redévelopper les services publics avec l'euro, on ne peut pas redévelopper la sécurité sociale avec l'euro. C'est cet ensemble qu'il faut expliquer. Ce dont les citoyens doivent avoir peur, c'est de l'euro. C'est l'euro qui fait peur. Et c'est en restant dans l'euro qu'on doit avoir peur. Parce que si on reste dans l'euro, nous sommes les prochains Grecs. Nous sommes les Grecs de demain. C'est cela qu'il faut expliquer. Parce que la suite des opérations, après les Grecs, après les Espagnols, après les Italiens, les Chypriotes, les Irlandais, où ça n'est pas fini, et bien c'est la France. Et donc, soit on attend de se faire étrangler passivement, sans rien dire, soit on prend l'offensive et on profite des élections européennes pour taper un grand coup et montrer qu'il y a une masse de population qui rejette le système. Je termine là-dessus. On essaie de faire croire que l'enjeu des élections européennes, le seul enjeu, sera de savoir si le Front National deviendra le premier parti de France. C'est ce qu'on nous explique. Et d'ailleurs, on voit que les médias, le Parti Socialiste, poussent à la roue. On voit bien les arrière-pensées. Les arrière-pensées derrière, c'est quoi? Ben, c'est pour le Parti Socialiste de faire peur et d'expliquer à tous les autres partis, notamment au Front de gauche, qu'il ne faut surtout pas présenter de candidat en 2017, dès le premier tour, parce que si le Front de gauche présente un candidat, eh bien, il y a un risque qu'au deuxième tour, le candidat UMP et le candidat FN soient qualifiés et que le candidat socialiste soit éliminé. On connaît déjà la suite. La suite, c'est que les socialistes vont discuter avec les directions du Parti communiste. Ils vont leur dire, si vous ne présentez pas de candidat, on vous donne un groupe parlementaire. La direction communiste va accepter, sans problème. Je mets ma main au feu. Georges, toi aussi, je pense. Bah oui. Voilà, les deux. Et Mélenchon, il va se retrouver tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter. Il va en prendre plein la gueule. Il fera un résultat minable. On va l'accuser de diviser. Du côté de l'UMP, ils feront pareil. Ils vont dire à Bayrou et Borloo, ne présentez pas de candidat. On vous donne un groupe. Et ils ne vont pas présenter de candidat. Et comme ça, les deux, l'UNPS, se retrouvent au deuxième tour pour la nouvelle farce électorale des présidentielles. Alors, nous sommes dans cette trajectoire politique et on voit le piège qui est en train de se refermer. Le boycott dans cette affaire-là, pour les gens du Front de gauche qui essayent de réfléchir au coup d'après, s'ils veulent s'en sortir, le Parti communiste, le Parti de gauche, il faut qu'ils boycottent. Je veux dire aussi le NRC, puisque c'est encore un autre problème, peut-être un peu plus grave. Encore, bon. Alors, le
le problème, c'est que ces militants du Parti de gauche, du Parti communiste, il faut qu'ils réfléchissent à ce qui est en train de se passer. Leur porte de sortie offensive, c'est le boycott. Ça n'est pas d'entrer dans le piège qui est en train de les étrangler. Donc la question du boycott, en fait, le véritable enjeu des élections européennes n'est pas de savoir si le FN sera le premier parti de France, c'est de savoir si l'abstention aura crevé le plafond. C'est ça l'enjeu. Parce que si on obtient un excellent score, si le soir du 25 mai, on se retrouve ici pour fêter l'abstention, le succès de l'abstention, avec des drapeaux français et des drapeaux rouges, eh bien, il pourra y avoir quelque chose qui fera bouger les lignes en profondeur. Parce que on ne pourra pas passer sous silence cette réalité. Le premier parti de France, c'est le parti de l'abstention, pas parce que les Français abstentionnistes auront démissionné, mais au contraire, parce qu'ils auront vu que la question, c'était bien celle de briser l'Union européenne, d'aller vers le démantèlement de l'Union européenne pour libérer les peuples, afin qu'ils coopèrent. Ça n'est pas pour se replier sur nous. Le démantèlement de l'Union européenne, c'est pour permettre au peuple de coopérer en dehors de la pression exercée par l'Union européenne, en dehors de la valeur suprême que se fixe l'Union européenne, qui est la concurrence libre et non faussée. Ça n'est pas la coopération. Donc je crois que nous avons de très bons actes. Et je termine là-dessus. En 2005, ceux qui se rappellent la campagne, à l'époque où nous étions à attaque, on a commencé fin 2004. On a commencé dès le mois de décembre 2004. On a fait beaucoup de réunions publiques en décembre 2004, janvier 2005. Il y avait assez peu de monde. Ça ne marchait pas trop bien. On était inquiets parce qu'on avait appelé à voter non. Et les sondages aussi confirmaient que le oui était en tête. Et puis nous avons argumenté, nous avons sorti des textes pour décortiquer la Constitution européenne. Nous avons fait de la pédagogie. Nous avons eu des arguments solides. Et nous avons observé que petit à petit, le climat changeait du tout au tout pour arriver à des meetings de plusieurs milliers de personnes. Je me rappelle de meetings à Rouen, à Grenoble, à Nantes, avec 5, 6, 7 000 personnes. C'était tout à fait impressionnant. On ne sait pas si on va arriver à faire la même chose. Mais c'est dans cet esprit qu'il faut aller. Ce que nous faisons là, c'est la continuation de la bataille de 2005. Nous sommes les continuateurs de la bataille de 2005. Nous et nous seuls. Merci.